dans l'ombre qui regarde à travers la fenêtre, qui menace le direct et qui le signale. C'est pour ça que je vais vous prier, mesdames et messieurs, de... C'est pour ça que je vais vous prier, mesdames et messieurs, de sécuriser le direct. Sécuriser le direct et partagez-le. Nous abordons donc le vif du sujet. Vous m'excuserez, je lisais un petit document. Alors, lorsqu'Amourou Belinga et Mélissa étaient interpellés, livrés à la vindicte populaire, nous n'avons pas entendu des pleurs. Personne ne s'est plaint, personne n'a écrit au président de la République. Les mêmes qui fournissaient des informations, qui faisaient fuiter des documents, sont les premiers aujourd'hui à pleurnicher et à se plaindre. Il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de pitié parce que autant vous avez livré en pâture Jean-Pierre Amourou Belinga, Eko Maxime et les membres de leur famille, autant vous aussi par réciprocité et par parallélisme de forme, on doit non pas vous exposer, mais utiliser les mêmes méthodes pour que le public sache qui se cache véritablement derrière cette affaire et qu'est-ce qui se passe. Alors, nous remercions donc Boris Berthold qui nous permet d'avoir des documents ultra confidentiels, qui nous permet d'avoir tout sur cette affaire. Et mon humble avis, c'est que le juge Sikati veut se protéger et ce sont des fuites organisées que nous saluons. Parce que le fait curieux, mesdames et messieurs, c'est que on nous a dit que les ordonnances de remise en liberté estampillées, le juge d'instruction, M. Sikati, n'étaient pas authentiques et étaient des fausses. Alors, ce qui est curieux, c'est que les convocations du maire de Bibé, M. Savom, et la lettre adressée au chef de l'État, publiée toujours par Boris Berthold, ne s'avèrent pas être des faux documents. Ça n'a été contesté par personne et c'est une réalité. C'est une preuve donc, lorsque nous essayons d'établir par analogie que Boris Berthold, nous le remercions de manière incidente, il nous permet d'avoir la bonne information et des documents. Et sur la base donc de ces documents, nous allons décrypter cette affaire et vous dire ce qui se passe. Oui, probablement, ce sont des fuites organisées par ceux qui sont en charge de ce dossier pour se protéger et prendre à témoin l'opinion publique nationale et internationale. Parce que certains documents de Boris Berthold sont déclarés authentiques lorsque ça arrange certains et d'autres sont déclarés faux et fake lorsque ça arrange ou ça n'arrange pas d'autres. Alors, nous allons donc décortiquer, détricoter et analyser et passer au pain fin cette mascarade, cette imposture. Le temps de Dieu, le temps des ancêtres. Alors aujourd'hui, des nouveaux noms apparaissent. Des nouveaux noms apparaissent, il y a des pleurs partout. C'est tout simplement la panique au sein du sérail. On se rapproche tout doucement, mesdames et messieurs, des véritables commanditaires et des véritables assassins de Martinez Zogo. L'histoire nous donnera raison, nous l'avons dit. Et nous n'allons point vous lâcher, nous n'allons point vous laisser, parce que vous avez tout dit. Il y a eu des fuites organisées, tout a été déballé. Et maintenant qu'il s'agit aussi de vous, vous commencez à pleurer, vous commencez à envoyer des lettres au président, vous commencez à menacer le juge d'instruction. Personne ne sera épargné.
Personne ne va fuir. Aujourd'hui, Junior Zogo ressort pour prendre la parole et tout simplement pour exposer les faits auprès de l'opinion publique nationale et internationale. Vous avez donc vu des nouveaux noms qui apparaissent et ces noms-là, nous allons vous dire qui ils sont, de qui ils sont proches et pourquoi l'enquête préliminaire les a épargnés, mesdames et messieurs. Alors, comme je le disais donc, tout a été rocambolesque, grotesque, farfelu dans cette affaire dite Martinez-Zogo. Et nous continuons à réclamer justice pour Martinez-Zogo. Tout simplement parce que tout ce qui a été raconté jusque-là pour nous, nous a semblé grotesque, nous a semblé invraisemblable, nous a semblé tout simplement hypothétique. Alors, mesdames et messieurs, je vais donc commencer par le scénario rocambolesque qui a été mis en place dans sa première phase. Dans la première phase, nous avons trouvé quand même assez grotesque et rocambolesque que des journalistes et lanceurs d'alerte familiers de la manipulation que nous connaissons tous sur les réseaux sociaux ont prédit l'assassinat de Martinez-Zogo. Ils ont prédit et annoncé à l'avance qui était l'auteur de cet assassinat et quel allait être le mode d'opération, le modus operandi, n'est-ce pas, des assassins. C'est quand même assez curieux. C'est toujours les mêmes noms, les mêmes journaleux, les mêmes manipulateurs sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner leurs noms. Xavier Messé, les journaleux. Koloko, des journaleux. Paul Tchouta, Rémi Ngono, Boris Bertol, Zui Manto, Valsero. Ils nous ont annoncé à l'avance comme des prophètes que Martinez-Zogo allait mourir assassiné par Amougou Belinga. Et qu'il allait d'abord être torturé. Ils nous ont décrit le scénario à l'avance. Toujours l'univers de la rumeur, de l'intox dans la première phase. Martinez-Zogo lui-même, notre frère, est venu, comme Jésus-Christ, annoncer son assassinat. Martinez-Zogo, après donc les journaleux et les manipulateurs sur Facebook, Martinez-Zogo lui-même, comme Jésus-Christ, dont la mort a été longtemps annoncée par les prophètes, depuis l'Ancien Testament, Martinez-Zogo nous a annoncé lui-même sa mort. Il y a des audios, nous avons fait beaucoup de directs dessus. Il nous a annoncé comme Jésus-Christ sa mort pour couronner l'imposture. Lui-même est venu nous annoncer sa mort, qu'il allait mourir et il allait être torturé et tué par Jean-Pierre Amougou Belinga. Alors, Martinez-Zogo, paix à son âme, s'est lancé par la suite curieusement dans une vaste campagne de dénonciation visant son futur assassin Amougou Belinga. Il s'est lancé dans une vaste campagne par la suite visant son futur assassin Jean-Pierre Amougou Belinga. Tout était déjà prévu à l'avance, tracé et annoncé. 1. Il annonce sa mort. 2. Ses amis, les journalistes et autres, annoncent sa mort, le scénario, et qui allait le tuer. Après, lui-même commence curieusement à dénoncer avec véhémence et violence, son futur assassin, Jean-Pierre Amougou Belinga. Nous continuons. Il va donc publier, notre défunt frère, paix à son âme, pêle-mêle, des documents ultra confidentiels sur les détournements de fonds dans la ligne 94, ainsi que des marchés dits fictifs livrés à la direction de la sécurité présidentielle attribués à son futur assassin, Jean-Pierre Amougou Belinga. Il va se mettre à dénoncer, à publier, à livrer en pâture son futur assassin, Jean-Pierre Amougou Belinga. Et par la suite, il va partager les rôles et des fortes sommes d'argent. On a eu des informations aux journaleux et manipulateurs sur les réseaux sociaux dont on connaît les noms et que je viens de citer. L'objectif étant de salir son futur assassin. L'objectif étant de salir son futur assassin. Tu annonces que tel va te tuer. Tu multiplies des attaques contre lui et des dénonciations. Tu montes des gens. L'argent circule. Entre-temps, curieusement, notre frère Martinez-Zogo s'est retrouvé avec des gardes du corps. Je vais vous montrer les photos.
il avait une garde rapprochée des gardes du corps. Les gens lucides comme nous nous sommes posé des questions que, mais, qui donne ces documents à Martinez Zogo? Qui lui donne tout cet argent? Qui donne tout cet argent à Martinez Zogo? Qui donne tous ces documents à Martinez Zogo? Nous avons pris du recul. Nous, des lucides, nous ne sommes pas des moutons de Panurge. On nous a catalogués comme étant des complices, des méchants, ne voulant pas la vérité sur l'affaire Martinez Zogo. Alors, nous nous sommes posé une autre question, que pourquoi Martinez Zogo et son groupe ne dénoncent-ils pas d'autres détourneurs de fonds publics? Pourquoi ils ne dénoncent que leur futur assassin, Amourou Belinga et Eko? Pourquoi ils ne dénoncent pas d'autres? Et qui a donné cette garde rapprochée à Martinez Zogo? C'est autant de questions que nous nous sommes posées dans la première phase de ce scénario rocambolesque, grotesque, mis en place par ceux qui savent qui a véritablement tué Martinez Zogo et qui a donné les autres qu'on l'assassine. Et par la suite donc, dans la deuxième phase de cette mise en scène, les mêmes complices de Martinez Zogo l'ayant aidé à diffuser des documents ultra confidentiels et à prédire sa mort, annonce la disparition dans un premier temps de Martinez Zogo. Les mêmes qui avaient prédit la mort de Martinez Zogo, qu'il avait annoncé des prophètes, reviennent pour nous dire que Martinez Zogo a disparu. Les mêmes. Et dans un second temps, les mêmes nous annoncent sa mort, avant même que la justice, les autorités ne le fassent. Ce sont eux qui déclarent qu'il va mourir. Il sera torturé, il sera tué par Amourou Belinga et Eko Maxime. Et que par la suite, Amourou Belinga a détourné beaucoup d'argent dans le cadre de la ligne 94. Ils vont s'acharner sur Amourou Belinga et Eko Maxime. Il y a de l'argent qui va circuler. On va dénoncer à gauche et à droite. Et lui-même va s'associer à ça pour annoncer sa mort. Deuxième phase, les complices annoncent la disparition de leur messie, Martinez Zogo. Quelques jours après, les mêmes complices nous annoncent la découverte du corps sans vie de Martinez Zogo dans une forêt du côté de Nkolfulu. Et dans un troisième temps, ils nous annoncent la découverte, comme je l'ai dit, du corps, puis ils vont diffuser des vidéos, n'est-ce pas, de son enlèvement. Est-ce que vous voyez le scénario? Première phase du scénario, on monte une histoire, on annonce la mort, on salit les futurs assassins, on les livre en pâture. Deuxième phase, les mêmes annoncent sa disparition, un scénario écrit à l'avance. Ils annoncent la découverte de son corps et par la suite, ils nous diffusent un film, la vidéo de son enlèvement. Tout a été écrit à l'avance. Et nous avons gobé ces mensonges. Nous sommes restés interloqués, scandalisés. Nous avons dit, mais que se passe-t-il dans cette affaire? Comment le scénario est écrit à l'avance? Ils savent tout. C'est toujours les mêmes, je vous ai donné la liste là. Alors, ils nous expliquent que le scénario du crime, ils vont nous expliquer le scénario du crime et désigner les commanditaires ainsi que les assassins. Jean-Pierre Amourou Belinga, Danger, un certain vigile avec une Prado sont désignés par les mêmes comme étant Jean-Pierre Amourou Belinga, le commanditaire, et Danger, le vigile ayant tué Martinez Zogo. Très vite, ils vont monter au créneau, ils vont diffuser des mensonges, de la manipulation. Nous continuons. Vous allez comprendre pourquoi je vous fais une rétrospective de tout ça. Et je vous prie de mettre des cœurs pour sécuriser le direct parce que vers la fin, nous allons toucher à l'essentiel. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs pour sécuriser le direct? Il le signale très fortement. Le direct est figé, l'image est figée. Si vous voulez qu'il y ait une autre son de cloche sur cette affaire, si vous voulez qu'il y ait la manifestation de la vérité, bonjour à toi Joël Ekoto, bonjour à vous tous, mettez des cœurs, Angélique Amougou, mettez des cœurs pour soutenir le direct et le sécuriser. Parce qu'il le signale très fortement. Voilà donc le scénario mis
mis en place. Un scénario grotesque, rocambolesque, farfelu, dit, n'est-ce pas, d'un film de Bangos. Et je vous avais longuement entretenu sur ces mensonges et ces élucubrations. Par la suite, donc, nous allons avoir les réactions des autorités tout aussi rocambolesques, bizarres. Boum! Il y aura la mise sur pied d'une commission d'enquête mixte police-gendarmerie sur très haute instruction du président de la République et signée non pas par le président de la République, mais par le secrétaire général de la présidence de la République. Boum! Il y aura un communiqué du porte-parole du gouvernement qui va rassurer les Camerounais que toute la lumière sera faite autour de cette affaire. Tout ça nous a semblé rocambolesque, bizarre. On ne comprenait plus rien. Les choses se sont tellement emballées. Alors, autre point curieux dans cette affaire, c'est la démarche suspecte des enquêteurs préliminaires. Une démarche suspecte des enquêteurs préliminaires. Le début de l'enquête préliminaire a été marqué par des fuites sur les réseaux sociaux, sur les médias et auprès de la presse privée, avec les mêmes acteurs dont je vous ai donné les noms, les Paul Tchouta, Boris Berton, Jules Manto, Rémi Ngono Valsero et tout le reste. Et tout le reste. Il y a des fuites sur les réseaux sociaux. Ils maîtrisent toutes les informations. À peine donc, le chef de l'État, sur haute instruction, va décréter, on va bloquer quelqu'un là, on va bloquer un Bamileke. On va bloquer un Bamileke, là, il ne sera pas là. Voilà. Je suis obligé de le bloquer. Hop, on l'a bloqué. Voilà. Il y a un Bamileke qui est venu là insulter parce qu'il n'aime pas qu'on dise la vérité. Alors, nous continuons. La démarche suspecte des enquêteurs. Une enquête à charge. Une enquête à charge. Donc, il y a des fuites sur les réseaux sociaux. On publie chaque jour les éléments sur l'enquête, la démarche et la procédure. Alors, tout d'un coup, il y a un assassin qui va s'auto-proclamer. Justin Dangwe. Il va s'auto-proclamer assassin. À peine, on a mis sur pied la commission d'enquête. On vous avait révélé tous ces éléments-là. Justin Dangwe va s'auto-proclamer comme assassin. Jusque-là, il ne dit rien avant qu'on ne mette sur pied la commission mixte. Après, donc, vont entrer en jeu des reporters, des journalistes sans frontières qui vont passer sur TV5 Afrique. Ils vont passer sur TV5 Afrique. Ils vont désigner le commanditaire, que c'est Amour Belinga Eko, et ils vont brandir des PV d'une enquête dite préliminaire et confidentielle. À la suite donc du passage, n'est-ce pas, des journaleux de Reporters sans frontières sur TV5, boum, il y aura un communiqué du secrétaire général de la présidence de la République annonçant que il y a eu des évolutions fulgurantes dans l'enquête préliminaire et il y aura des arrestations dans les prochains jours. Cette enquête a été, ce communiqué a été largement diffusé sur la CIA TV, les médias d'État et un peu partout. Bonjour à toi, ma sœur Valo Sunga. Sécurisez le direct, partagez-le. Ils ont distribué partout, ils ont communiqué que wow, l'enquête préliminaire a évolué dès demain. Par la suite, il y a donc eu un emballement médiatique. Les mêmes journaleux, les mêmes noms que je vous donne là. Et les mêmes manipulateurs sur les réseaux sociaux, dans les médias, les télévisions ont annoncé à grande pompe l'arrestation des présumés commanditaires. Jean-Pierre Amour Belinga, Eko Maxime, de manière spectaculaire. Ils ont annoncé. On a aussi diffusé de manière spectaculaire les arrestations ainsi que les arrestations des membres de leur famille, des perquisitions, des mélissas. Tout le monde est passé à la trappe. On a tout vu. Les rumeurs sur une arrestation du ministre Laurent Esso, du ministre Motazé et du général Aïvo ont commencé à circuler. Le scénario était écrit à l'avance. Ils voulaient faire gober
Il voulait faire gober, n'est-ce pas, un scénario à l'opinion publique. Allez donc savoir pourquoi. Entre-temps, donc, il y a des perquisitions spectaculaires dans les domiciles d'Amour Belinga, Eko Maxime, des arrestations spectaculaires, des gardes à vue spectaculaires, des auditions spectaculaires. Boris Berthaud nous a fourni des documents que nous allons lire. Nous allons vous lire. Boris Berthaud nous donne tout, si vous voulez connaître la vérité. Voici donc les documents mis à notre disposition par notre frère Boris Berthaud sur les gens interpellés dans la phase de l'enquête préliminaire. Nous allons vous lire les noms. Tout est sorti. Nous avons les noms même des enquêteurs qui n'ont pas fait leur travail d'enquête préliminaire. Nous allons continuer. Vous allez suivre les noms. Tout le monde a été livré en pâture et à la vindicte populaire. Nous allons seulement prendre les documents publiés par Boris Berthaud. Nous les lisons. Boris Berthaud nous donne donc la liste de tous ceux qui ont été entendus dans le cadre de cette enquête préliminaire. Et puis il nous donne les noms des enquêteurs qui n'ont privilégié qu'une seule piste. Et ne me demandez pas de ne pas donner ces noms, puisque Boris Berthaud les a publiés à travers les PV, les documents ultra confidentiels. Alors, voici donc la liste. Voici la liste des différentes personnes entendues. Et nous remercions Boris Berthaud pour ce travail formidable qu'il a abattu. Je vais vous donner les noms. Les noms. Vous allez suivre. Voilà. Voilà. Nous aurons les noms. Donnez-moi 2 secondes. Vous savez qu'il y a tellement de documents qu'ils ont balancés. Parce qu'il faut que je vous lise les noms donnés par notre frère Boris Berthaud de tous ceux qui ont été entendus dans le cadre de cette affaire. Nous allons suivre les noms. C'est tout simplement terrible. Donc tout est là. Vous allez suivre des noms des personnes auditionnées et entendues. Et qui a donné ces documents, nous on s'en fout. Nous on les lit. Ils nous ont trouvés sur Facebook. Et ne nous demandez pas de ne pas donner ces noms-là. Voilà. Vous m'excusez. Vous savez qu'il y a tellement de documents que on se perd un peu, mais on va se retrouver. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. On va donner les noms. La liste fournie par notre frère Boris Berthaud de tous les auditionnés, de tous les suspects dans cette affaire. J'avais cette liste-là. Je ne sais pas, il y a des sorciers là qui nous perturbent un peu. Parce qu'il a publié une panoplie de documents avec tout. Soyez un peu patient. J'en arrive, hein. J'en arrive. Tac. On a tous les noms des personnes auditionnées. Tout est dehors. Tout est versé dehors. Tout est versé dehors. Il faut que je retrouve ces noms-là. Ce n'est pas normal. Pourtant, j'ai tout calé tout à l'heure, là. J'ai tout calé. Voilà. J'ai les noms. Merci. Merci, j'ai les noms. Alors, Boris Berthaud nous a fourni une mine d'informations et certainement, je remercie ceux qui mettent ces documents à la disposition de Boris Berthaud. Procès verbal de confrontation. Alors, nous avons donc les noms que je vais vous donner. Voici tous ceux qui ont été entendus. Demande de prorogation de la garde à vue des nommés entendus. Danoué Justin, Eko Léopold Maxime,
Ebor Clément Jules. Nzok Meping Mital Théodore. Lenoir Dawa. Bosco Bakaiwe Sylvain. Stonge Nana Stéphane. Daouda. Amourou Belinga Jean-Pierre. Bidjan Oba Bikoro Bruno François. Etuni Nsue Raymond Thomas. Nkili Elanga. Yannick Benoît. Madame Jacob. Lamfou Johnson Ngam. Bijongo Mbede Albert. Njwentap Romaric. Okodjugo Pamela Priska. Voilà. Vous voyez toute cette liste-là qui continue. Parce qu'il y a d'autres suspects qui ont été, et témoins qui ont été entendus. Je recherche ces noms-là parce qu'il a tout donné. On va y arriver. Voilà. On va y arriver. Il y a des noms là que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai eu le souffle coupé, je vais retrouver ces noms. J'ai même vu un nom là que Paul Biya, un certain Paul Biya. Voilà. Xavier Messé. Voilà les gens entendus dans le cadre de cette enquête. Il y a tellement de noms, les Paul Biya. Je suis surpris que le président Biya ait été aussi auditionné dans le cadre de l'enquête préliminaire. On va passer. Ce n'est pas le plus important. Le plus important est la traque des vrais commanditaires et assassins. Des vrais commanditaires et assassins. Alors, oui, j'ai vu parmi les noms cités par Boris Berthold, il y a le nom de Paul Biya, comme un témoin entendu. Je ne sais pas de quel Paul Biya il s'agit, les Mélissa et tout ça, les Fouda, Abega, tous ces noms figurent là. Boris Berthold a tout versé. Alors, à la suite donc de tous ces suspects entendus, vous avez désormais les noms des enquêteurs. Ceux qui ont mené l'enquête préliminaire, toujours Boris Berthold nous a permis d'avoir leurs noms. Et ne venez pas me demander de ne pas donner les noms. Je vais vous donner les noms des plus connus et illustres parmi eux. Alors, voici notre PV que nous diffuse Boris Berthold. L'an 2023 et le 20 septembre du mois de janvier, il est 21 heures. Nous sous-signés au Toulon, Jean-Pierre, colonel, commandant de la Légion de gendarmerie du centre. Voilà un nom. Les enquêteurs, l'enquête préliminaire, le colonel Otoulou Jean-Pierre, le collégion de la gendarmerie du centre. Nous continuons. Associé de Bialo Dieudonné, lieutenant-colonel chef de service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale. Le lieutenant-colonel, le colonel Otoulou Jean-Pierre, voilà les enquêteurs préliminaires. Le lieutenant-colonel Bialo Dieudonné. Et puis, le commissaire divisionnaire Nga Didier. On m'a aussi parlé du commissaire Meva, ce qui représentait la police. Donc, d'un côté, du côté de la gendarmerie, la commission mixte, ceux qui ont mené l'enquête préliminaire, il s'agit donc du colonel Otoulou Jean-Pierre. Boris Berthold nous a donné leur nom. Otoulou Jean-Pierre, le collégion de la gendarmerie du centre, le lieutenant-colonel Bialo Dieudonné, chef du service, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le service central de recherche judiciaire, le commissaire divisionnaire Nga Didier, et puis le commissaire Meva, le fameux Meva, du côté de la police. Voilà. Donc, Boris Berthold nous a tout livré. Ce sont eux qui ont mené et diligenté l'enquête préliminaire. Boris Berthold nous a donné les PV aussi de tous les suspects, de tous les témoins entendus. Tout est là. Tout est là. Alors, nous continuons. À la suite donc de ça, nous sommes surpris que l'enquête préliminaire n'a privilégié qu'une seule piste. Elle n'a allé que du côté de chercher à démontrer que
les commanditaires étaient Jean-Pierre Amour Belinga et Eko Maxime. Les noms que je vous ai donnés là. Et l'assassin était Justin Dangoué. Ils ont suivi ce que les manipulateurs des réseaux sociaux, les journalistes ont dit. L'orientation de l'enquête vers une seule piste, Amour Belinga. Les noms que je vous ai donnés là. Le colonel Otoulou, le lieutenant-colonel Bialo, le commissaire divisionnaire Nga Didier, le commissaire Meva. Des très grands officiers supérieurs de nos forces de défense et de sécurité. Voilà donc les conclusions de leur enquête. Ils ont orienté l'enquête préliminaire dans le sens voulu par les journalistes et les manipulateurs de Facebook. Pour eux, il n'y avait que Jean-Pierre Amour Belinga, Eko Maxime et rien d'autre. Pas de scène de crime, pas d'enquête scientifique, pas de reconstitution de faits, pas d'audio ou d'images satellitaires promis. Rien sur l'exploitation des téléphones de Martinez Zogo et de Justin Dangoué. Ils sont très compétents, ils ont mené une enquête. La conclusion de l'enquête préliminaire était simple. Inculpation de Jean-Pierre Amour Belinga et Eko Maxime pour complicité d'actes de torture, mise sous mandat de dépôt. Basta. Ils ont bouclé leurs conclusions, ils ont bien mené l'enquête. Amour Belinga allait en prison avec Eko Maxime. On n'avait toujours pas l'assassin et les commanditaires. Toujours pas d'assassin et de commanditaires. D'après l'enquête préliminaire menée par le colonel Otoulou. Je n'ai rien après lui, c'est Boris Berthaud qui a publié les noms. Le colonel Otoulou, le collégion. Le lieutenant-colonel Moncadet Bialo. Le commissaire divisionnaire Nga Didier, le commissaire Meva. Ils ont diligenté une enquête, le chef de l'État a mis sur pied une commission mixte. Ils ont travaillé, mené des perquisitions à la USAL, des arrestations de Mélissa Amour Belinga, de tout le monde dans l'entourage d'Amour Belinga. Ils ont interpellé tout le monde. Tout ce qui les intéressait, c'était de démontrer que c'est Jean-Pierre Amour Belinga et Eko Maxime. Le reste, ce n'était pas leur problème. Ils ont conclu, ils ont envoyé au commissaire du gouvernement que pour nous, c'est Jean-Pierre Amour Belinga et Eko Maxime. Ils sont complicité d'actes de torture. Basta. Notre enquête est conclue. Allez, on avance. On avance. Voilà leur travail. Voilà leur travail, hein. Je n'ai rien après eux. Alors, malgré ces conclusions de l'enquête préliminaire, nous n'avions toujours pas d'assassin. On ne savait pas qui a tué. On ne s'intéressait même pas à Justin Dangoué. Tout le problème, c'était Jean-Pierre Amour Belinga et Eko Maxime. On a bouclé les enquêtes sur la base des aveux de Justin Dangoué. Allez, on a communiqué les conclusions de l'enquête préliminaire au commissaire du gouvernement Belinga. Belinga a appelé, a transmis le dossier au juge d'instruction que met en détention préventive, inculpe-les, ce sont eux. Basta. Rien à voir circuler. Après ça, on a commencé à exfiltrer des potentiels suspects, notamment l'ancien directeur général des impôts Mopa, son bras droit est Saga, un inspecteur des impôts. On a même vu Paul Chouta voyager. Lui qui parlait beaucoup de cette affaire, allait demander l'asile. Nous continuons. Alors, le juge Sikati, l'enfant terrible, l'enfant prodige, a dit, moi l'affaire c'est là. Ça ne va pas se passer comme ça là. Donc, le juge Sikati, c'est là où va commencer la traque des véritables assassins ainsi que leurs commanditaires. Le juge Sikati avait déjà une petite idée. Il a compris la manipulation, l'imposture et la mise en scène. Très vite donc, le juge d'instruction Sikati a compris ce qui se jouait dans ce dossier à la transmission des conclusions de l'enquête préliminaire par le commissaire du gouvernement Belinga. Il se dit d'ailleurs que le juge Sikati n'était pas favorable à la détention préventive des deux principaux inculpés, Jean-Pierre Amour Belinga et Eko Maxime. D'où donc les débats qui ont duré toute la nuit. Nous attendions la remise en liberté. Après, le juge Sikati s'est lavé les mains comme Ponce Pilate.
il a laissé faire le commissaire du gouvernement et les enquêteurs. Il a dit, bon, je vais vous suivre, mais je vais commencer mon enquête. Le juge Sikati va donc mettre sur pied une stratégie. L'homme fort, qui mérite même d'être ministre de la Justice et à la limite président de la Cour suprême ou président du Conseil supérieur de la magistrature. Digne fils du Cameroun, tu viens de te lever. Tu viens d'inscrire ton nom dans les lettres d'or des grands patriotes du Cameroun, M. Sikati. Alors, le juge Sikati va décider d'aller explorer lui-même d'autres pistes pour la manifestation de la vérité. C'est là où la vraie traque des vrais assassins et ainsi que de leurs commanditaires va commencer. Le juge Sikati va dire, moi je ne suis pas dans vos mensonges, dans votre mise en scène. Il va mettre en place sa stratégie. Et pour cela donc, l'enfant terrible du Cameroun, Sikati, que je salue et que je respecte, va mettre de côté les policiers et gendarmes. Il va les mettre de côté, tous les policiers et gendarmes. Il va mettre en place son équipe et va lui-même mener et diligenter des auditions et des perquisitions. À la différence de nos super grands enquêteurs préliminaires, le colonel Otoulou, le lieutenant-colonel Bialo, je n'ai rien après eux, hein. Le commissaire divisionnaire Ngadidje, le commissaire Meva. Le juge d'instruction Sikati va leur dire que ce que vous avez fait là ne me convainc pas. Vous avez privilégié une seule piste. Vous êtes des messieurs, une seule version. Moi, Sikati, enfant du Cameroun, juge d'instruction, je vais mener une véritable enquête. Je veux que justice soit rendue à Martinez Zogo. Il va exiger, donc, c'est là où l'enquête va basculer. Écoutez très bien, la traque des véritables assassins, ainsi que les commanditaires de Martinez Zogo, va commencer lorsque le juge Sikati va exiger qu'on lui remette les 2 téléphones de Martinez Zogo. Les 2 téléphones de Martinez Zogo. Alors, nous sommes surpris que, au cours de l'enquête préliminaire, nos grands colonels et commissaires divisionnaires n'ont pas osé exploiter les 2 téléphones de Martinez Zogo. Et les 2 téléphones de Martinez Zogo vont se retrouver entre les mains, d'après ce que Boris Berthold nous dit, ce n'est pas moi, du commissaire Meva. Qu'est-ce que ces téléphones cherchent entre les mains du commissaire Meva? Alors, pour qu'on ne dise pas que c'est Zogolo méchant, je vous diffuse les éléments, les pièces transmises au juge d'instruction, le PV de transmission des documents scellés. Et nulle part, vous ne verrez apparaître les 2 téléphones de Martinez Zogo. Merci à Boris Berthold. Tu as fait un travail remarquable en mettant à notre disposition ces documents. PV, procès verbal de confrontation. Voilà ce qui a été transmis au juge d'instruction. Et merci à Boris Berthold. Il nous a permis d'avoir tout ça. Merci à toi, mon frère. Voici donc ce que les enquêteurs, les grands colonels et commissaires divisionnaires ont transmis. Oui, il est de l'Ouest, le juge Sikati. C'est un digne fils de l'Ouest Cameroun. J'ai beaucoup de respect pour lui. C'est le Cameroun de demain. Tu es méchant de quoi? Tu fais ton travail. Très bien. Alors, le juge Sikati, donc, voilà le PV transmis au juge d'instruction par les enquêteurs préliminaires que Boris Berthold a bien voulu mettre à notre disposition. Parce que moi, je n'ai rien. J'ai des collègues là-bas, les commissaires, ils ne me donnent rien. Je connais même des colonels. Bialo est même mon petit frère, il ne me donne rien. Mais Boris Berthold nous a permis d'avoir ça. Et nous exploitons et nous remercions Boris Berthold ainsi que les patriotes qui ont mis ces documents à sa disposition. Très bien. Procès verbal de confrontation Amourou Belinga, Mbengian et Dangwe Justin. Procès verbal de saisie bande sonore Radio Balafon. Procès verbal de saisie du téléphone appartenant à Messé, Xavier. On va saisir le téléphone de Xavier Messé. Mais personne ne va saisir les 2 téléphones de Martinez Zogo. Écoutez très bien. Procès verbal de saisie des téléphones appartenant à Koloko Zéphirin. On saisit les téléphones
de Xavier Messé. On saisit le téléphone de Kolo Kozéfirin. Procès verbal de saisie des effets trouvés dans le véhicule de la victime. Procès verbal d'inventaire de l'ensemble des effets saisis. Procès verbal d'inventaire de l'ensemble des effets saisis. On ne nous dit pas quel effet saisi. Procès verbal des 6 captures d'écran des conversations entre Bruno Bidjan et Paul Biya. Je vous ai parlé d'un nom qui ressort là, Paul Biya. Donc, procès verbal des 6 captures d'écran des conversations entre Bidjan Bruno et Biya Paul. Est-ce que vous pouvez me dire de quel Paul Biya on parle? Donc, mon petit frère Bruno Bidjan, le DG, a échangé avec le président de la République Paul Biya. Donc, il y a un procès verbal transmis par les enquêteurs préliminaires qui envoient les 4 captures d'écran de l'échange entre Bruno Bidjan et le président Paul Biya. J'ai fait exprès pour parler du président Paul Biya. Il y a une lettre de convocation du surnommé Legrand. Il y a la réponse à la réquisition adressée au DGR aux fins de mise à disposition des engins ayant servi à la commission des faits. Voilà. Il y a la lettre de convocation d'Etoundin Soué de Melissa Ronald, épouse Amourou Belinga, notifiée par voie d'huissier. Il y a l'accusé de réception du procès verbal de réquisition adressé au DGRE aux fins de mise à disposition des bandes vidéo dans des 18 et 23 janvier 2023 dans le couloir et cabinet du DGRE. Il y a la thermocopie du rapport d'individus de la nommée Etoundin Soué Melissa Ronald, épouse Amourou Belinga. Il y a les demandes de prorogation de la garde à vue des nommés Justin Dangwe, Eko Léopold Maxime, Ebor Clément Jules, Nzok Meping, Mital Théodore, Nana Stéphane, Daouda, Amour Belinga Jean-Pierre, Bidjan Oba Bikoro, Bruno François, Etoundin Soué Raymond Thomas, Nkili Elanga, Yannick Benoît, Medjan Jacob, Lamfou Johnson Ngam, Bijongo Mbede Albert, Njontap Romuald et Ongojigo Pamela. Il y a le procès verbal de saisie de la voiture de marque Toyota Prado, châssis Tang, vous connaissez cette histoire de la Prado. Il y a le procès verbal de saisie de la voiture de marque Toyota Hilux Pickup. Il y a le procès verbal de saisie de la moto de marque LF Ansi. Il y a le procès verbal de réquisition à expert du professeur Bel Bichoka. N'est-ce pas? Sur l'exploitation des téléphones. Donc le procès verbal sur l'exploitation des téléphones. Et il y a enfin le procès verbal de réquisition à expert du professeur Bel Bichoka, chargé pour l'exploitation des téléphones. Procès verbal de réquisition de l'expert, le professeur Bel Bichoka. Alors, sur cette longue liste, nulle part, vous ne voyez procès verbal de saisie des téléphones de Martinez Zogo. Ils vont tout saisir, ils vont tout exploiter, sauf les 2 téléphones de Martinez Zogo. Trouvez l'erreur, mettez des cœurs pour sécuriser le direct. Et c'est donc là où le juge Sikati va dire il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Le juge Sikati va dire il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il dit, dans tout ce que vous m'avez transmis là, moi j'ai entendu parler des téléphones de Martinez Zogo. Où sont les téléphones de Martinez Zogo? Pourquoi vous ne les avez pas exploités? Et le juge Sikati va donc orienter sa piste vers l'exploitation des téléphones de Martinez Zogo et
des PV d'audition de M. Ebor, que je vais vous lire, qui fait des révélations assez troublantes. Écoutez très bien. M. Ebor va faire des révélations assez troublantes. M. Ebor, lors de son audition, voilà l'un des PV mis à notre disposition par Boris Berthold. Très bien. Sur ces PV, donc, il y a l'audition dans l'enquête préliminaire et au niveau du juge d'instruction d'un témoin clé. C'est un adjudant-chef, Ebor. Écoutez ce que Ebor va déclarer dans son PV d'audition. Voici ce que Ebor va déclarer. Je vais vous lire le PV d'audition d'Ebor. Voilà. Pour comprendre donc pourquoi le juge d'instruction, l'enfant terrible de l'Ouest, Sikati va comprendre, il cherche à comprendre quelque chose. Il est sur la piste d'un second commando. Il faut donc rentrer aux auditions des membres du commando. Des membres du commando qui ont affirmé avoir laissé Martinez Zogo en vie après l'avoir enlevé et torturé. Après l'avoir enlevé et torturé, les membres du commando déclarent sur un PV qu'ils ont laissé Martinez Zogo en vie. Après l'avoir enlevé et torturé. Voici donc ce que va déclarer dans un procès verbal Clément Ebor, élément de la DGRE, incarcéré. Il va révéler à la commission mixte le 27 janvier 2023 au cours de son audition à 21h30 par le colonel Otoulou Jean-Pierre et Bialo Dieudonné des propos réitérés devant le juge d'instruction. Écoutez ce que Clément Ebor, membre du commando en service à la DGRE, va révéler et ça ne sera pas pris en compte. Il va dire ceci. Quand j'ai fini de lui donner de l'eau, Clément Ebor déclare, quand j'ai fini de lui donner de l'eau, il, Martinez Zogo, me souffle qu'il est asthmatique. Martinez Zogo va dire à ses geôliers et ravisseurs qu'il est asthmatique. Je lui ai demandé s'il n'a pas de ventoline dans la voiture. Voilà un cas non conforme, non pris en compte. Quand on finit, pendant que j'étais en train de ramasser tous les effets de Martinez Zogo, les gars ont essayé de le ligoter et un lui a mis la cagoule. J'ai demandé qu'il dit qu'il est asthmatique. Ne mettez pas la cagoule sur son nez. Quand je redescends de la voiture, je me rends donc compte qu'on l'a ligoté. Je leur demande donc de le détacher et je donne du mou sur ses mains pour qu'il puisse se lever. Voilà comment ça s'est passé. Quand on a fini, on l'a porté, on l'a fait asseoir. Il disait qu'il sentait mal à la poitrine, à la cheville gauche ou droite. Quand on l'a laissé, il était conscient et vivant. C'est Ebor Clément, l'un des membres du commando, dans son PV lors de l'enquête préliminaire qui le déclare, et il a réitéré ses propos lors de son audition au tribunal militaire auprès du juge d'instruction. Il affirme donc qu'ils ont torturé Martinez Zogo et quand ils ont fini, ils l'ont porté, ils l'ont fait asseoir. Il disait qu'il sentait mal à la poitrine, à la cheville gauche ou droite. Ils l'ont laissé. Il était conscient et vivant. Martinez Zogo était conscient et vivant. Alors, il continue en disant qu'il demande à Martinez Zogo que est-ce que tu peux marcher? Martinez Zogo leur dit oui, je peux marcher. Alors, lui, Clément Ebor se dit donc, je me suis demandé, quelqu'un qui est asthmatique, est-ce qu'il faut l'amener en ville ou le laisser comme ça? J'ai dit qu'il vaut mieux s'en tenir au plan. Donc, ils ont un plan, le torturer et le laisser vivant. Les enquêteurs vont donc poser une question à Clément Ebor. Le sentiment est qu'il n'a pas été traité à cet endroit alors. Est-il possible qu'il y ait eu une équipe en doublure? Le
Clément Ebor, le membre du commando, va répondre que c'est possible. Nous avons repris le chemin du retour en passant par Soie, par Total Ngusso, par le quartier Fouda, par le carrefour PGA Sono, la cathédrale, le mess des officiers. Les autres sont arrivés 15 minutes après maximum. Sur cette base donc, au cours des auditions au tribunal militaire, les éléments de la DGR confient au juge d'instruction qu'ils ont la conviction qu'il y a eu un coup dans le cou. Il y a eu un coup dans le cou. Ils vont dire au juge d'instruction que nous, on n'a fait que torturer Martinez Zogo. Après, on l'a laissé et on est parti, on s'en est tenu au plan. Mais ils vont révéler au juge d'instruction que monsieur le juge, monsieur Sikati, il y a eu un coup dans le cou. Vous vous souvenez de la déclaration de Maître Tchungam qui disait qu'il y a eu un coup dans le cou. Justin Dango a dit qu'il y a eu un coup dans le cou, qu'il y a eu 2 commandos. C'est ça donc qui va attirer l'attention du juge Sikati. Alors, ils vont donc confier au juge qu'il y a eu un coup dans le cou. Comme Justin Dango lui-même l'a indiqué à de nombreuses reprises, les membres du commando sont tous formels. Les membres du commando sont tous formels. Écoutez ce qu'ils ont dit. Ils ont laissé Martinez Zogo en vie. Ils ont laissé Martinez Zogo en vie. Et pour le juge d'instruction, sur la base des éléments en sa possession, cela veut dire qu'une équipe est venue finir le travail. Une équipe est venue finir le travail. Il y a eu 2 commandos. Un premier commando qui a torturé, bastonné pour intimider. Ils l'ont laissé vivant. Mettez des cœurs, s'il vous plaît, pour soutenir le direct. Mettez des cœurs pour soutenir le direct. Mettez des cœurs pour soutenir le direct. Alors, le juge Sikati se met donc sur la nouvelle piste qui n'avait pas été privilégiée par les enquêteurs préliminaires, le colonel Otoulou, le lieutenant-colonel Bialo, le commissaire du lieutenant Nga Didier et le commissaire Meva. Le juge d'instruction Sikati se met donc sur cette piste du 2e commando. C'est là donc que va commencer la traque des vrais assassins ainsi que leurs commanditaires. Il découvre qu'un homme est régulièrement revenu au courant des auditions. C'est ce nom donc qui pleure partout. C'est le début donc de la traque des vrais suspects dans l'assassinat de Martinez Zogo, ainsi que leurs commanditaires. Moi, je ne m'attarde pas sur les petits commentateurs qui veulent faire distraction. Ça ne m'intéresse pas. Celui qui pense que ce que je dis n'est pas vrai, il mène son enquête, il ouvre son direct, il parle. Boris Beto a publié tout ça. Notre frère Sémis Bamileke n'est pas allé là-bas le perturber. Nous sommes là pour la manifestation de la vérité. Le juge Sikati va donc se mettre sur la piste de ce second commando. Il va auditionner le premier commando qui a laissé Martinez Zogo vivant. Au cours donc de ces auditions, il constate qu'il y a un coup dans le cou. Justin Dango l'a dit et ils affirment qu'ils ont laissé Martinez Zogo vivant. La traque du second commando va donc commencer par le juge Sikati, l'enfant terrible de l'Ouest Cameroun, notre futur ministre de la Justice. Un homme intègre, compétent, courageux, brave. Il va se lancer donc sur la trace du second commando. Jusque-là, le côté qui n'avait pas été privilégié par les enquêteurs préliminaires, c'est cette piste que va explorer Sikati, le juge d'instruction. D'où donc les pleurs du Mbole que vous entendez aujourd'hui avec les taux qui se resserrent et qui nous rapprochent des hommes du sérail insoupçonnables. Des hommes insoupçonnables. Les pompiers pyromanes. C'est même qui ont commandité cet assassinat. Voilà donc le travail minutieux de traque mis en place par
Justin Dangwe, par le juge Sikati. Il se met donc sur la nouvelle piste et il découvre un nom. Le juge Justin Dangwe le juge Sikati va découvrir un nom qui revient régulièrement lors des auditions. Et ce nom, ce n'est pas moi. Je peux fournir des preuves. Puisqu'il a été convoqué par le magistrat, le juge d'instruction, le lieutenant-colonel Sikati. Ce nom, c'est M. Savom Martin Stéphane, président de la section RDPC de la Haute-Sanaga, maire de la commune de Bibé. Bibé dépend de Minta, le village du secrétaire général de la présidence de la République, son Excellence Ferdinand Ngongo. Un nom qui jusque-là avait été occulté, ignoré. Pendant l'enquête préliminaire, va surgir. Et le juge Sikati va réclamer le téléphone de Martinez Zogo. On va lui dire que ces téléphones sont entre les mains du commissaire Meva. Que font les téléphones de Martinez Zogo entre les mains du commissaire Meva? Je n'ai rien appris le commissaire Meva. Pourquoi on n'a pas transmis ces téléphones au juge d'instruction? Pourquoi ces éléments ne figurent pas dans les différents procès-verbaux de transmission des pièces? Pourquoi avoir gardé ces téléphones? Et comment ces téléphones vont se retrouver même entre les mains de la police et du commissaire Meva? Le juge Sikati va donc demander au commissaire Meva de lui remettre les deux téléphones. Le commissaire Meva va lui dire qu'un téléphone a été détruit et il n'a qu'un seul téléphone. Le juge Sikati lui dit, remets-moi ce téléphone. Remets-moi le téléphone qui est à ta disposition. Le commissaire Meva n'avait pas d'autre choix que de lui rendre le téléphone. Alors, l'autre téléphone de Martinez Zogo a été détruit. Pourquoi? Qui l'a détruit et pourquoi? Quand vous voyez ces images de Martinez Zogo, il est assis avec les deux suspects qui sont actuellement, qui font l'objet d'une procédure auprès du juge d'instruction. Martinez Zogo a deux téléphones. Vous voyez cette image, je vais vous la diffuser. Martinez Zogo est assis ici, il a deux téléphones. Il a un téléphone avec lequel il cause et un qui est posé. Martinez Zogo a des documents sur sa table. Et vous voyez à côté de lui deux individus. Martinez Zogo a un talkie-walkie. Ces individus sont activement recherchés par la justice camerounaise. Ces individus sont activement recherchés par la justice camerounaise. Donc, on voit sur toutes les photos Martinez Zogo avec ses deux téléphones. Alors, on nous a dit qu'il y a un commando qui l'a suivi. Bonjour à toi, ma sœur Louise Mfede. On nous a montré une fausse vidéo. Et qui a pris les deux téléphones de Martinez Zogo? Pourquoi on les a pris? Qui est arrivé le premier sur les lieux? Puisque Martinez Zogo a été torturé, kidnappé, enlevé. Ça suppose que ces deux téléphones devraient être entre les mains de qui? De ses ravisseurs. Comment ces deux téléphones ont pu se retrouver entre les mains du commissaire Meva? Bon, je crois que le juge d'instruction entendra le commissaire Meva pour qu'il explique à la justice camerounaise comment lui s'est retrouvé en possession de ces deux téléphones. Et qui a détruit l'autre téléphone et pourquoi a-t-on détruit l'autre téléphone? Alors, le juge va donc exploiter ces téléphones. Vous voyez ces gardes du corps, des vrais faux gendarmes qui gardaient Martinez Zogo. Il est habillé en rose, il a tout, il mange avec lui. Ils sont activement recherchés par la justice camerounaise. Alors, Martinez Zogo est kidnappé, enlevé devant une brigade de gendarmerie, torturé et tué. On ne sait pas où sont allés ces deux téléphones. Mais curieusement, ces deux téléphones se retrouvent entre les mains des autorités et ne sont pas transmis au juge d'instruction, ne figurent pas parmi les pièces jointes dans les procès-verbaux remis au juge d'instruction. Mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et pourquoi les enquêteurs n'ont pas
Et pourquoi les enquêteurs, je suis en train de lire quelqu'un là, et pourquoi les enquêteurs n'ont pas songé à exploiter les téléphones de Martinez Zogo? Parce que nous l'avons réclamé pendant l'enquête préliminaire, que c'est un élément essentiel et primordial. Le téléphone de Martinez Zogo, le téléphone de Justin Dangwe, le téléphone des membres du commando. On n'a exploité que les téléphones d'Amour Belinga. On n'a exploité que les téléphones de Melissa. On voulait voir les histoires de Amour Belinga, de Melissa. Mais le téléphone de Martinez Zogo n'a jamais intéressé les enquêteurs préliminaires. C'est très grave. Hein? Bonjour à toi, ma soeur Coco Jackie. Madame Zogué au travail. Elle ne sait même pas que je fais le direct. Donc, le juge va donc prendre les deux téléphones. Tu viens au pays quand un commissaire qui donnait les armes aux bandits et agressés, ce n'est pas grave. Même si, Touré Moussa, le problème n'est pas moi, mon frère Touré Moussa. Le problème est l'enquête sur Martinez Zogo. Pourquoi tu as peur? Tu commences à m'insulter, Tara. On parle de l'affaire Martinez Zogo, de l'enquête. Touré Moussa. Est-ce que Touré Moussa, ce n'est pas toi, Sanvom, ou bien les membres du commando? Toi, tu viens m'insulter que j'étais un faux commissaire, je viens au pays quand nous menons l'enquête, mon frère Mbom. Ne m'insulte pas, prends la parole, la ligne est ouverte. Nous parlons de l'enquête sur la mort de Martinez Zogo. Tu ne vas pas faire diversion. Manoron. Personne ne va fuir. On ne parle pas du commissaire Zogo ici, là. Si je donnais mon arme au braqueur, la justice camerounaise aurait pu m'interpeller depuis. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu viens m'insulter, Touré Moussa? Nous parlons des téléphones de Martinez Zorombom. Tu ne vas pas faire diversion. Peut-être que tu es même un membre du commando. Voilà, vous êtes confondus. Bon, moi je ne te bloque pas. Tu vas suivre, tu es un moodman. Oui, nous parlons de l'enquête. Bon, viens me dire si ce que je dis est faux. Viens me dire, mais voilà donc ceux dont tu Anobi qui sont là-bas. Quand tu dis tu viens au Cameroun, quand ceux qui sont là-bas qui tuent, qui pillent, qu'est-ce que tu fais d'eux? Mon frère Touré Moussa. C'est pas moi le problème du Cameroun. C'est pas moi. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Tu ne peux pas tuer quelqu'un au Cameroun, tu t'en sors. C'est pas moi le problème du Cameroun. Touré Moussa, je ne te bloque pas. Tu vas souffrir de suivre la vérité. Parce que dans ce commando, il y a vos noms. Des gens du Nord. Vous allez suivre l'enquête. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Les assassins vont répondre de leurs actes et leurs commanditaires. Ce n'est pas la peine de venir m'insulter, Mbom. Moi, je suis inoxydable. Intrépide. Tu vas sauf que rester là. Et souffrir de m'écouter. Touré Moussa. Tu vas souffrir jusqu'à... Tu vas boire le suicide. Donc, je ne te bloque pas. Tu vas suivre l'enquête. Tu vas souffrir. Et tu vas écouter les noms des suspects. Et tu vas souffrir jusqu'à... Donc, allez dire à Touré Moussa que tu vas souffrir. Écrivez à Touré Moussa que tu n'as encore rien vu. Personne ne doit l'insulter. Personne ne va le bloquer. Il va souffrir. Je dis que Touré Moussa, tu vas souffrir. Ce n'est pas la peine d'insulter le commissaire qu'il a fait ceci. Votre disque est rayé. Ce n'est pas moi qui ai détourné les fonds Covid. Touré Moussa. Ce n'est pas moi qui ai détourné les fonds de la Cannes. Ce n'est pas moi qui ai détourné l'argent dans le scandale Glencore. Voilà, il va boire le suicide. Donc, ce n'est pas moi qui ai détourné l'argent dans Savannah Énergie. Ce n'est pas moi qui ai tué Martinez Zogo. Ce n'est pas moi qui dirigeante l'enquête. Bon frangin, Sobadjo, pourquoi tu m'en veux? Non, je ne peux pas être le bouc émissaire. Je ne peux pas être le bouc émissaire des problèmes du Cameroun. Ce n'est pas moi. Ce sont tes amis dont on donne les noms là. Je vais boire une gorgée d'eau à la santé de Touré Moussa et de ses amis qui sont... Touré Moussa là même, pourquoi tu fuis le pays alors? Très bien, je vais lui répondre avant de partir. Touré Moussa, j'ai eu un problème. Nous étions 3 commissaires. Je te donne 2 minutes pour te répondre. Après, répondez-lui. Parce qu'il m'a dit pourquoi j'ai fui le Cameroun. Il faut aussi qu'il me dise pourquoi ses amis ont tué Martinez Zogo et pourquoi on exfiltre certains et pourquoi les noms qui sortent là, on les a préservés dans l'enquête préliminaire.
Alors, j'étais commissaire de police au service de la protection. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Voilà. Alors, on a dit que nous avons extorqué 1 million de francs à 3 journalistes venus au Cameroun faire des reportages et des films sur les homosexuels. Nous étions Ebene Albert Lopol, Kerning Kerbay et moi. On a monté l'histoire. Ils n'ont apporté aucune preuve sur nous. Il n'y a aucun dossier en justice. Mbongo et Atanamabara ont monté la procédure administrative. Nous avons révoqué un jugement de la police. On a introduit des recours depuis 2007. Comme la loi reconnaît à tout fonctionnaire que si tu estimes que tu as été révoqué injustement, tu saisis la justice. J'ai saisi la justice via un recours gracieux préalable en 2007 et un recours contentieux. Il n'y a jamais rien eu aujourd'hui. Alors, pour te répondre donc que j'ai fui le Cameroun, je n'ai pas fui, puisque nous étions 3. Kerbay qui est mort dernièrement, Ebene et moi. Ebene et moi, nous on a dit, bon, nous on va chercher notre vie ailleurs, puisqu'on a des familles à nourrir. On nous a enlevé justement de la police en attendant que la justice ne tranche. Je dois aller me battre ailleurs pour nourrir ma famille. C'est pour ça que nous sommes partis. Kerbay a fait le choix de rester au Cameroun. Très bien. Monsieur Touré Moussa, étant donné donc que les mêmes faits qui m'étaient reprochés étaient reprochés à Kerning Kerbay Didier, pourquoi on ne l'a pas arrêté? Pourquoi on ne l'a pas arrêté? Puisque nous étions des co-auteurs, pas des complices. Tu comprends donc que votre argument ne tient pas. Je t'ai répondu. Donc on revient donc maintenant sur l'enquête. Tu ne vas pas faire diversion. Tu vas sauf que suivre l'enquête de Sikati et entendre les noms de tes amis qui ont voulu livrer d'autres en pâture. Donc moi j'ai répondu. Reviens donc nous dire pourquoi les noms de tes amis ressortent dans le deuxième commando et le juge Sikati les tient par les couilles. Et c'est la panique dans le sérail. Tu ne seras pas bloqué. Tu restes là. Tu nous dis donc pourquoi tu viens m'insulter, pourquoi tu as peur. Nous continuons. C'est ça le Cameroun de demain, où tout le monde peut se justifier et s'expliquer. Donc notre frère Daouda est tout à fait confondu. Moussa Daouda. Moussa Touré. Nous continuons donc. Alors, le juge Sikati remarque qu'il y a un nom qui ressort en permanence dans toutes les auditions. Ce nom, c'est le nom d'un certain Savom Martin Stéphane. Nous ne l'accusons de rien. Nous disons que tous les suspects, tous les témoins dans cette affaire auraient pu être entendus. Tout le monde pour la manifestation de la vérité. Pourquoi certains ont été épargnés et d'autres auditionnés? Pourquoi les enquêteurs préliminaires ne sont pas allés sur cette piste-là? Pourquoi ont-ils occulté l'exploitation des téléphones de Martinez Zoro, les deux? Pourquoi ont-ils cassé un téléphone de Martinez Zoro? Le juge va dire qu'il y a un deuxième commando. Je viens de suivre, d'auditionner Clément Ebor. C'est assez bizarre ce qu'il dit. C'est comme ça que le juge va donc remonter sur la piste de Savon Martin Stéphane comme témoin. On ne l'accuse de rien. Et ce Savon Martin Stéphane est le président de la section RDPC de la Haute-Sanaga. C'est le maire de la commune de Bibé, dont dépend Minta. Minta, c'est le village de notre secrétaire général à la présidence de la République, son excellent Ferdinand Ngongo. Petit à petit, le puzzle se rétablit. Nous n'indexons personne. Alors, il se trouve que ce Sanvom Martin, il faudrait qu'on mette son nom en exergue et sa photo. Nous ne l'accusons de rien. Si Amour Belinga a été exposé, Mélissa exposé, Bruno Bidjan exposé, et Koeko Maxime exposé, il est de bon ton que tous ceux dont les noms sortent dans cette affaire, non pas qu'on les expose, mais qu'on dise aussi à l'opinion publique qu'il y a le nom d'un certain Savon Martin Stéphane, le maire de Bibé. Le maire de Bibé. Le président de la section RDPC de la Haute-Sanaga, dont le nom ressort. Tous les enquêteurs ont ce nom. Tous les membres du commando ont cité ce nom. Et ce nom
C'est quelqu'un qui est proche du secrétaire général de la présidente de la République. On n'accuse personne. C'est une connaissance de Martinez Zogo. Il est établi qu'il se voyait régulièrement, y compris la veille de l'enlèvement de Martinez Zogo. Bonjour à toi, ma petite sœur, Pelle de luxe. Il se voyait. Le maire de Bibé, le président de la section RDPC de la Haute-Sanaga, que je connais, je vais vous parler de lui, comment je l'ai connu. Quand j'étais commissaire, une de mes classes, commissaire de Nanga, une femme avec qui j'étais très proche, on était amis, me l'a présenté. Ce savant venait à la délégation, il y avait 2 personnes qui venaient passer toute la journée avec nous à la délégation. Il y a le PDG de Média Afrique, on l'appelle Justin Tagou, qui a épousé une de mes collègues et sœurs, ma classe Mpombo Nadine, et il y a Savon. Il venait à la délégation à la sûreté avec nous le matin et rentrait le soir. Et ce Savon était un ami. J'ai oublié, c'est quand j'ai vu sa photo publiée par Boris Berthaud que je me suis souvenu de lui. C'était un garçon toujours bien habillé en costume. Il avait toujours des belles voitures. Et à l'époque, il s'est présenté à moi comme étant de la sécurité présidentielle. J'ai des photos avec lui. Il me dépannait. Et à un moment même, j'ai voulu passer par lui pour intégrer la sécurité présidentielle. Il était toujours bon chic, bon genre. Je me suis souvenu de cet ami qui venait passer toute la journée à la délégation à la sûreté avec nous. Et je vais vous parler de lui. Donc, il s'est présenté à moi comme un militaire de la DSP. C'était un gars Nanga. À l'époque, il était fin, taillé, mince, toujours bien habillé en costume. Il avait des belles voitures. Donc, il était très proche de moi quand il venait à la délégation, quand il rentrait, il nous dépannait. C'était quelqu'un de très large. Donc, il me disait qu'il a la DSP. C'était pour moi un modèle. Je l'enviais. Je disais que je vais aussi mener une carrière comme lui. Et il m'a été présenté par une commissaire de police Nanga, qui était une amie de la promotion, mais je vais taire le nom. Et c'est donc quand j'ai vu sa photo, publiée par Boris Berthaud, j'ai dit, ah, donc c'était lui. Par la suite, on m'a dit qu'il n'était même pas de la sécurité présidentielle. Bon, comme il ne m'avait rien fait, moi j'ai laissé tomber. Donc il s'avère donc que ce savant matin, Stéphane, est le président de la section RDPC de la Haute-Sanaga, c'est le maire de Bibé. Bibé qui est la commune, la mairie, dont dépend Minta, le village du secrétaire général de la présidence de la République. Et que ce savant matin est une connaissance de Martinez Zogo. Il se voyait régulièrement, y compris la veille de l'enlèvement de Martinez Zogo. Et il se trouve aussi que ce savant est un proche du secrétaire général de la présidence de la République, son excellent Ferdinand Ngongo, que plusieurs fois, il a conduit Martinez Zogo à Nyomolembe dans le domaine du secrétaire général de la présidence de la République. Je vous dis jusque-là, moi je n'accuse personne de rien. Je vous sors juste des noms et une espèce de génogramme, c'est-à-dire leur relation avec X ou Y. Et l'audition chez le juge d'instruction va révéler aussi que 2 individus munis d'outils militaires assuraient la sécurité de Martinez Zogo. Je vous ai montré leurs photos. Je vous ai montré les photos de ces 2 individus. Les voici. Ils n'étaient pas des militaires, ils n'étaient rien. Et ce sont des proches de Savom qui assuraient la garde rapprochée de Martinez Zogo. Des faux gendarmes, ils se sont fait passer pour des gendarmes. Voici leur visage. Ils sont dans le collimateur du juge Sikati le Colombo camerounais. Les voilà. Ils ont du matériel militaire, mais on ne sait pas qui leur a donné ce matériel. Donc, il se trouve donc que ces 2 individus-là ont du matériel militaire qu'ils ont déclaré avoir reçu du CED, du secrétaire d'État à la gendarmerie Galat Setoga. Ces 2 faux gendarmes que vous voyez sur la photo avec Martinez Zogo ont déclaré sur les PV, ce n'est pas moi qui le dis. Ne venez pas vous en prendre à moi que le matériel militaire, les talkie-walkie, les radios qu'ils ont, leur ont été
donné par le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie Galatse-Toga. Ils vont plus loin. Ces vrais faux gendarmes vont déclarer pendant leur audition qu'ils sont en lien et proches de M. le maire Savon. Je vous dis jusque-là, nous n'accusons personne. Alors, le juge Sikati va donc décider de convoquer, Savon, monsieur le maire, monsieur le président de la section RDPC. Parce qu'ils vont toujours dans le RDPC pour dire ayoba, yoba, yo. C'est là-bas qu'ils partent se cacher. Et Sikati va donc le convoquer, et ce n'est pas moi qui le dis, je vous lis. Et lui-même le dit dans sa lettre. Sikati va le convoquer, que le nom, si je vais l'entendre, son nom ressort qu'il était en lien avec Martinez Zogo, que c'est lui qui a amené Martinez Zogo à Nyomolembe, chez notre secrétaire général de la présidence de la République, et qu'il était en lien avec les deux faux gendarmes gardes du corps de Martinez Zogo. Waouh! La traque dont tu suspectes, la véritable enquête a commencé. Permettez que je prenne une gorgée d'eau. Ce n'est pas la peine de venir s'attaquer à moi. Tous ces trucs ont été dévoilés par Boris Berthold, qui était leur ami. Boris Berthold a publié beaucoup de choses contre Amour Obelinga au début. Qu'il est l'assassin, le meurtrier, on a perquisitionné, on va l'arrêter. Aujourd'hui, moi je ne sais pas, il s'est retourné contre ses amis d'hier. Nous ne faisons qu'exploiter ces documents et nous le remercions. Voici la convocation de notre frère Martin Savon, monsieur le maire et monsieur le président du RDP.